Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 8 août, je vous propose de revenir tout d'abord sur la situation post-élection en Thaïlande, avant de nous rendre en Australie, où le Premier ministre fait campagne pour le référendum à ce qu'on appelle communément la voix des aborigènes australiens. Nous reviendrons aussi sur un incident qui a eu lieu entre des gardes-côtes chinois et des navires philippins en mer de Chine méridionale. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Corée du Sud pour revenir sur les mésaventures du 25e Jamboree mondial. En Australie, un référendum pour donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples autochtones et pour leur donner une voix auprès du Parlement et du gouvernement doit être organisé à l'automne prochain. La proposition prévoit notamment la création d'un conseil consultatif qui devra être consulté pour l'élaboration de textes concernant les aborigènes. La proposition d'une voix aborigène fait partie des propositions de campagne du Premier ministre Anthony Albanese et était soutenue au début par 70% de l'opinion publique pour les premiers sondages réalisés. Mais ce soutien s'est depuis sérieusement effrité et est même passé en dessous des 50% récemment. Un renversement de l'opinion que le gouvernement décrit comme le fruit d'une campagne de désinformation issue des milieux d'extrême droite qui promouvrait l'idée erronée que le fameux conseil consultatif aura un poids trop important et ne sera pas seulement consultatif. Face à cet effritement, le Parti travailliste a intensifié sa campagne pour le oui au référendum et le Premier ministre Anthony Albanese s'est ainsi rendu au célèbre festival Garma, le plus grand rassemblement culturel aborigène d'Australie, qui s'est tenu pendant 4 jours dans le nord-est de la terre d'Arnhem, dans le territoire du Nord jusqu'à hier. Le Premier ministre a affirmé que le vote était une opportunité qui ne se manifestait qu'une fois au cours d'une génération, ajoutant qu'il n'y avait aucune autre forme possible de reconnaissance des autochtones si le référendum venait à échouer et qu'il n'envisageait pas la défaite. Anthony Albanese a enfin affirmé que la reconnaissance constitutionnelle sous la forme d'une voix au Parlement était une requête spécifique des Premières Nations d'Australie, formulée dans la déclaration d'Uluru de 2017. Notons que la date du référendum, qui doit se tenir entre la mi-septembre et la mi-décembre, doit encore être annoncée par le gouvernement. Près de 3 mois après la tenue des élections législatives du 14 mai, la Thaïlande reste toujours sans gouvernement après que le candidat du parti Move Forward, qui a remporté le plus de sièges de députés lors du scrutin, a échoué à 2 reprises à être élu au poste de Premier ministre par une majorité de sénateurs qui ont été nommés par la junte militaire. Le parti politique Pheu Thai, qui s'était à l'origine allié avec le parti Move Forward lors de la campagne électorale, a finalement acté un divorce avec son ancien allié la semaine dernière en cherchant à constituer une nouvelle coalition avec des partis conservateurs proches du pouvoir, de l'armée et attachés à la monarchie, à l'opposé du programme du parti Move Forward, plus progressiste, qui avait proposé la fin du gouvernement militaire et la réforme de l'article 112 qui comprend le crime de lèse-majesté. Or, le Pheu Thai a annoncé lundi une alliance avec le parti Bum Jai Thai, un parti royaliste qui fait partie du gouvernement actuellement au pouvoir et qui a posé comme condition de cette nouvelle alliance de ne pas toucher à l'article 112 et de ne pas inclure le parti Move Forward dans la coalition. Le Pheu Thai a justifié sa décision en déclarant que cette dernière permettrait, je cite, de débloquer l'impasse politique issue des résultats du 14 mai et a confirmé que le Move Forward ne serait pas inclus dans cette coalition. Le président du Pheu Thai, Cholnan Srikao, a déclaré que le Pheu Thai et le Bum Jai Thai allaient former un gouvernement ensemble avec le soutien d'autres partis et de leurs membres et sénateurs. Les 2 partis représentent pour l'instant 212 sièges à la Chambre des représentants, dont 141 pour le Pheu Thai et 71 pour le Bum Jai Thai. Le vice-président du Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, avait également affirmé samedi dernier que le parti travaillerait, je cite, pour une approche réaliste et douce pour désamorcer la crise politique.
Certains observateurs affirment que le Pheu considère aussi l'option de s'allier avec le Palang Pracharat Party et le United Thai Nation Party, deux partis conservateurs proches du pouvoir. C'est Srettha Thavisin, ancien magnat de l'immobilier thaïlandais, qui devrait représenter le Pheu et former le gouvernement de coalition après un vote qui devrait se tenir après le 16 août. Enfin, en parallèle des négociations pour former un gouvernement de coalition, l'ex-premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra, ex-leader du Pheu chassé du pouvoir lors du coup d'État de 2006 et en exil depuis 15 ans, qui devait rentrer cette semaine en Thaïlande, officiellement pour des raisons médicales, a finalement annoncé qu'il avait reporté de quelques semaines la date de son retour. Les Philippines ont convoqué lundi l'ambassadeur chinois aux Philippines après un incident survenu entre des gardes-côtes chinois et des navires de ravitaillement philippins dans les îles Spratly en mer de Chine méridionale. L'incident remonte à samedi lorsque des gardes-côtes chinois ont suivi 2 bateaux philippins transportant du matériel de ravitaillement pour le personnel militaire philippin stationné sur l'atoll Second Thomas, plus connu aux Philippines sous le nom d'atoll d'Ayungin et situé dans les îles Spratly, dont la quasi-totalité est revendiquée par la Chine qui ne cesse d'intensifier sa présence sur place. Les gardes-côtes chinois ont bloqué et attaqué les navires philippins à l'aide de canons à eau, empêchant un des bateaux philippins d'atteindre l'atoll, tandis que le second a pu atteindre sa destination et accomplir sa mission. Les actions chinoises ont été critiquées par le département d'État américain, qui a qualifié les gardes-côtes chinois, je cite, de milices militaires, mettant en danger la sécurité et la paix régionale. L'incident a aussi attiré de vives critiques de la part du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de l'Union européenne ou encore du Japon, qui a qualifié l'incident de totalement inacceptable. Suite à l'incident, la Chine a déclaré que les gardes-côtes chinois avaient pris, je cite, des mesures de contrôle nécessaires face aux bateaux philippins qui avaient, je cite encore, pénétré illégalement dans les eaux chinoises. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a ainsi annoncé hier la convocation de l'ambassadeur chinois par le secrétaire des Affaires étrangères, précisant que lors de la rencontre, une note verbale avait été remise à l'ambassadeur avec des vidéos de l'incident et que les Philippines attendaient une réponse. La diplomatie philippine a déclaré que les Philippines n'abandonneraient jamais l'atoll d'Ayungin. Notons que l'incident de samedi en rappelle un autre, très similaire, survenu en novembre 2021, lorsque les gardes-côtes chinois avaient déjà fait usage de canons à eau contre des bateaux philippins de ravitaillement au large du même atoll. L'incident vient une nouvelle fois exacerber des tensions déjà fortes entre Pékin et Manille autour des différends territoriaux en mer de Chine méridionale. En effet, en 2016, un jugement de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye avait donné raison à Manille dans le contentieux qui oppose Pékin à Manille dans la région. La Cour avait estimé que la Chine avait, je cite, « violé le droit souverain des Philippines dans sa zone économique exclusive », une décision que Pékin n'a jamais reconnue. Les organisateurs du Jamboree mondial en Corée du Sud ont annoncé hier que le camp serait évacué en raison de l'approche du typhon Khanun qui doit arriver dans la région côtière mercredi et passer également jeudi. L'annonce intervient alors que les médias sud-coréens ont qualifié la gestion de l'événement de honte nationale après que plusieurs groupes se sont retirés de l'événement face aux conditions de campement inadaptées à la situation de canicule qui frappe la province de Jeolla dans le nord de la Corée du Sud. Notons que la 25e édition du Jamboree mondial rassemblait 43 000 scouts venus de 159 pays appartenant à la Conférence mondiale du scoutisme. L'agence de presse Associated Press a souligné le manque d'arbres et de protection solaire sur le campement. De fait, des centaines de participants ont dû être traités pour des maux liés à la chaleur dès la première nuit dans le camp, tandis que de nombreux participants se sont aussi plaints du manque d'hygiène des sanitaires et de la mauvaise organisation. Les groupes venus des États-Unis, du Royaume-Uni ou encore de Singapour ont déjà décidé il y a plusieurs jours de lever le camp face aux conditions météorologiques extrêmes et le vice-ministre de l'Éducation taïwanais, Lee Ming-hu, a également annoncé hier que l'association des scouts taïwanais avait à son tour demandé hier matin l'autorisation de quitter le camp et d'aller loger dans des écoles près du lieu de campement.
Et en plus de cela, avec le typhon Khanun qui approche, ce sont finalement tout le reste des participants, soit environ 36 000 scouts qui restaient encore ce matin sur le campement, selon le Korea Herald, qui devraient être déplacés à Séoul et dans les villes alentours. L'hébergement sera pris en charge par le gouvernement et doit être organisé en coopération avec les gouvernements locaux afin de loger tous les scouts. Au total, plus de 1000 bus doivent être mobilisés pour évacuer tous les participants, selon le ministère de l'Intérieur sud-coréen. Les scouts resteront donc en Corée du Sud jusqu'à la fin de l'événement, mais participeront à d'autres activités, avec par exemple des visites touristiques dont le programme est encore en cours d'élaboration. Un concert de K-pop a notamment été promis aux adolescents et va être organisé au World Cup Stadium à Séoul. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.